Précédemment dans Superstream, pour le dernier épisode de 2024, Superstream accueillait pour la première fois une invitée, l'actrice Ava Baya, qui nous a notamment parlé de ses rôles dans le film de Netflix GT Max ou dans les séries Une amie dévouée et Eureka. Alors pour démarrer l'année 2025, on ne pouvait pas ne pas parler de la série qui cartonne sur Netflix depuis sa sortie le lendemain de Noël. Il s'agit bien sûr de Squid Game. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de pas du tout de Squid Game, de Superstream. Fallait que ça nous arrange une fois. Et surtout, bonne année à tous. Ça commence bien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Superstream. Alors j'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne année 2025, remplie bien sûr de belles séries, de jolis films et de documentaires passionnants à découvrir sur les plateformes de streaming. Pour ne voir que le meilleur et s'éviter des visionnages inutiles, toute l'équipe de Superstream est bien sûr là pour vous accompagner tout au long de l'année. Juliette Eusbrock, Émilie Lopez et Marc Carlin reviennent plus en forme que jamais pour vous livrer leurs coups de cœur et leurs coups de gueule, et aussi les bons plans puzzle pour Émilie. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Salut. Hello. Et on va démarrer tout de suite avec les programmes qui vous ont passionné et ceux qui vous ont passablement agacé ces dernières semaines. Allez Marc, on va commencer par toi. Un petit coup de gueule, je crois, pour démarrer l'année. Oui, un coup de gueule, plus de l'amour déçu, on va dire. Une déception amoureuse que je vais exprimer à ce micro, Laurence. J'ai parlé d'un comédien que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire d'habitude, mais avec qui on a eu un rendez-vous manqué en fin d'année, là. C'est Jérôme Commandeur. Voilà, avec son émission sur Canal+, Le Monde Magique de Jérôme Commandeur. Donc c'est 8 épisodes où il pastiche la télé, où il passe en revue un peu toutes les périodes de Yves Mourouzi à Ici tout commence, en passant par la Starac ou chez Jordan. Il y a beaucoup d'invités, il y a Louis Bourgoin, il y a Valérie Lemercier, François Damiens, et j'en passe, Pio Marmaille. Voilà, donc il y avait tout pour passer des bonnes fêtes de Noël en rigolant. Et en fait, j'ai pas beaucoup ri malheureusement, parce que Jérôme Commandeur, c'est un comédien formidable, c'est un imitateur formidable, mais c'est peut-être pas un extraordinaire scénariste au point de tout écrire tout seul. Et je pense que le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, les 8 épisodes sont écrits entièrement par lui. Et peut-être que du coup, il aurait fallu un peu muscler, on va dire, la partie écriture. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de vannes, voire même un peu l'impression des fois un peu d'impro. Et du coup, malgré tout son talent, je trouve que ça tient pas trop la route. Il y a des sketchs qui sont vraiment pas drôles. En plus, c'est un terrain qui a quand même été assez balisé par les inconnus, par le palmacho. Donc en fait, on a un peu l'impression de redite. Il y a beaucoup de prothèses faciales et de masques. Et du coup, j'ai un peu l'impression d'être dans le grand bluff de Patrick Sébastien pour les plus vieux d'entre nous. Et pour ceux qui s'en souviennent surtout. C'est ça. Et puis, il y a un vrai problème de format. Je pense que 8 épisodes de 25 minutes, c'est trop. Et que du coup, en fait, ça se délite complètement. Il y a des sketchs qui reviennent tout le temps. Les pubs Tartinada et Olivada, j'en pouvais plus. Les sketchs avec l'accent québécois, bon, voilà. Pour une émission humoristique, peut-être un format plus court, ça fonctionnerait mieux. Un format plus court, plus ramassé. Je saurais quand même l'excellent sketch sur les Balkany, avec Audrey Lamy qui est géniale en Isabelle Balkany. On adore Audrey Lamy. Ouais, mais à part celui-là, le reste, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc la magie Jérôme Commandeur n'a pas opéré cette fois-ci. Bon, repart pour toi, mais par contre, je crois que sur Canal, ça a quand même plutôt bien marché. Et puis, l'humour, c'est forcément subjectif aussi. Donc, ok, peut-être le prochain rendez-vous, tu retrouveras ton amour pour Jérôme Commandeur. J'espère. Jérôme, si tu m'entends. Alors, Émilie, toi, c'est plutôt un coup de cœur, je crois, en ce début d'année. Ouais, c'est un gros coup de cœur. Vous me connaissez, j'aime l'amour, la vie, la rigolade et tout ça. C'est pour ça que je vais vous parler de La Conspiration du Silence. Mais de quoi s'agit-il ? Alors, La Conspiration du Silence, c'est une série de docs absolument formidable qui est disponible sur France.tv. Qui à l'origine a été diffusée sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Oula, c'est précis. Ouais, c'est pointu. Ouais. Mais vive la Bourgogne. Voilà, et France Télé a eu la bonne idée de la mettre direct sur France.tv. C'est d'abord à l'origine, c'est 8 épisodes d'une trentaine, quarantaine de minutes qui reviennent sur toutes les affaires qui ont secoué la Bourgogne dans les années 70, et notamment l'affaire Émile Louis. Et comment ce prédateur sexuel et ce meurtrier a pu, en toute impunité, tuer autant de jeunes femmes dans l'indifférence générale. Je vous rappelle qu'à l'époque, quand les familles ont commencé à dire « Ah bah, j'ai pas de nouvelles
de quelqu'un de ma famille, très clairement, les forces de l'ordre s'en foutaient. Parce que rappelons que c'était pour beaucoup des jeunes femmes avec des difficultés mentales et voilà, donc et placées par la DAS. Donc vraiment, les forces de l'ordre s'en foutaient. Et en fait, donc il y a eu une première saison qui revenait là-dessus, qui tout de suite sur France.tv a fait un énorme carton. Donc du coup, ça a poussé la prod à faire une deuxième saison, puis une troisième saison, qui reviennent notamment sur Fourniret aussi, qui a aussi beaucoup, entre guillemets, œuvré dans cette région, et d'autres cas un peu moins connus de notables, notamment un notable qui torturait, enfin qui enlevait des femmes pour les torturer. Et après, les notables de la région pouvaient venir et payer pour que ces jeunes femmes soient torturées devant leurs yeux. Pareil, un peu dans l'indifférence générale. Et en fait, vraiment, la série doc est formidablement bien faite. Ça revient sur ces histoires dont on pensait tout savoir et absolument pas. Ça revient aussi sur ce qu'on a pu voir aussi, par exemple, dans Sambre, à savoir dans les années 70-80, en fait, ce qui se passait pour les femmes, on s'en foutait un peu. C'était pas bien grave. Et voilà, je vous conseille vivement de regarder. Alors, il faut avoir le cœur bien accroché. Il y a eu 3 saisons, il n'y en aura pas plus. Moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que le succès sur France.tv a fait que, du coup, France Télé a décidé de faire la suite et donc de revenir sur d'autres cas importants, aussi d'un pédophile dans un petit village où personne croyait la victime, et donc de mettre en lumière, remettre l'accent sur ces victimes, leur redonner des noms, et pour qu'elles ne soient plus juste les victimes de Émile Louis ou Michel Fourniret, mais des femmes à part entière. Alors pour le coup, c'est une vraie découverte parce que moi personnellement, j'en avais jamais entendu parler de cette émission. Ouais. Non mais vraiment, France.tv, moi, me surprend beaucoup. Là, autre coup de cœur, ils ont mis en catimini, une fois que vous avez regardé La Conspiration du silence, ils ont mis en catimini un dessin animé génial qui s'appelle Daria, que les gens de ma génération aimaient beaucoup. C'était sur MTV à l'époque. Et en fait, il était introuvable et ils l'ont mis sans prévenir personne. Donc, fouillez sur France.tv, il y a des jolies petites pépites. Pardon. Et alors Juliette, en termes de pépites, toi, je crois que tu nous as simplement déniché la meilleure série médicale de tous les temps, rien que ça. Alors pour affirmer un truc comme ça, quand même, faut avoir les arguments derrière. Ouais, moi Laurence, je suis dans la mesure, tu vois. J'hésite pas, j'affirme. Non, effectivement, Marc tout à l'heure, il parlait d'amour déçu. Moi, c'est un amour ressuscité parce que j'ai très très longtemps adoré les séries médicales, mais j'ai aussi depuis très très longtemps été lassée par les intrigues très ressemblantes de Grey's Anatomy, Good Doctor, New Amsterdam. J'avais l'impression de voir tout le temps la même chose. Et Max, la plateforme de streaming Max, m'offre The Pitt. Là, en ce début d'année, qui signe les retrouvailles de l'équipe d'urgence. Donc, on retrouve Noah Wyle, l'inoubliable Dr. John Carter, voilà, que les fans n'auront pas oublié. Et en fait, ils retrouvent John Wells et R. Scott Jamil, très dur à prononcer, qui étaient en fait les producteurs d'urgence et qui là signent et la production et le scénar de la série. J'avais forcément beaucoup d'attentes et elles n'ont pas été déçues. En fait, ce qui est super avec The Pitt, c'est qu'on mise sur le réalisme à fond. Donc là, fini les siestes crapuleuses entre 2 pontages dans Grey's Anatomy, bisous Meredith. Là, l'idée, c'est vraiment d'être dans le réalisme à fond, dans la forme d'abord, puisque The Pitt, c'est une saison de 15 épisodes. Ces 15 épisodes d'1 heure représentent 1 heure d'une même journée de garde. Donc, en fait, sur les 15 épisodes, on va suivre la journée de garde de 15 heures des équipes de l'équipe des urgences d'un hôpital de Pittsburgh en Pennsylvanie. Donc, il y a vraiment un côté un peu 24 heures chrono, mais surtout les urgences en temps réel. Ça offre un montage qui est super rythmé. Moi, j'avais un peu peur justement du côté gavage, de voir beaucoup de choses, du coup de pas retenir, de me dire ok, on veut juste me faire une démonstration formelle. Et en fait, ça marche super bien parce qu'ils arrivent à alterner les cas longs, les cas rapides. Honnêtement, moi, j'ai été bluffée. Il y a un côté très chorégraphié. Il y a le ballet des soignants, le ballet des patients, de la salle d'attente aux différentes
différentes salles d'examen. C'est millimétré, c'est précis, ça varie dans les rythmes, tu vois, du côté très lent, où on a des moments de dialogue et très humains, que ce soit entre les soignants ou de soignants à patients pour discuter, et puis des moments d'action où c'est vraiment, on rentre dans la série d'action, où là, par contre, ce n'est pas forcément regardé avec les enfants, puisqu'on est sur du réalisme vraiment très cru au niveau des pratiques, des opérations médicales, donc il y a des plaies très grandes ouvertes avec beaucoup d'organes, des mâchoires qui sont remises dans des sens où elles ne devraient pas être remises. Bon appétit. Voilà. Mais du coup, ça rend le tout très réaliste. Et surtout, pour moi, au-delà de l'intelligence formelle de la série, ça sert un portrait qui était indispensable, qui est de faire un portrait de l'hôpital moderne américain d'aujourd'hui. Donc, on parle des conditions de travail difficiles, des tensions entre patients et soignants, la pression psychologique infernale qui est mise aux soignants, et puis aussi ce côté rendement qu'a l'hôpital américain, contrairement à l'hôpital public français, que pour le coup on a la chance d'avoir. Donc voilà, tout ça c'est dit, c'est affirmé, c'est exploré de plein de façons différentes par plein de personnages différents. Du coup, ça fait jamais très militant ou on n'arrive pas avec les gros sabots. Et puis c'est dit aussi avec de l'humour. Il y a beaucoup de réparties dans cette série. Donc moi, il y a des moments où j'ai éclaté de rire, il y a des moments où je ne m'y attendais pas. Donc pour moi, ça c'est très intelligent. Et puis en fait, ce chassé-croisé patient-soignant, ça permet aussi de dresser plein de petits portraits, des portraits de gens qui viennent là et puis qui meurent, et puis des gens qui sont dans la détresse sociale, qui sont pas accompagnés, puisque le système médical américain, de soins américains est très différent du nôtre et très compliqué d'accès. Donc voilà, on dresse plein de petits portraits qui sont vraiment très universels. Je pense que c'est une série qui se mérite, c'est-à-dire que je le disais d'ailleurs à Émilie quand on en parlait, je pense que c'est pas flagrant que c'est la meilleure série médicale de tous les temps dès les 2 premiers épisodes. Je pense que faut laisser à la série le temps de rentrer, de s'installer. Ouais, faut rentrer dans ce rythme de 1 heure d'un épisode égale 1 heure dans la même journée. Faut rentrer là-dedans, justement, comme ils savent qu'ils ont 15 épisodes. Paradoxalement, même si c'est une série qui a un rythme vertigineux, ils prennent vachement leur temps sur l'installation des personnages. Donc il y a des personnages qu'on se voit au début, on se dit ouais, ok, c'est un peu facile, c'est des personnages faciles, et en fait ils se développent et c'est des personnages qui se méritent. Voilà, il n'y a pas ce côté la médecine héroïque aussi dont moi j'ai un peu marre dans les séries médicales où Meredith Grey c'est Dieu quoi. Le cas le plus insolvable, elle le résout. Non là, voilà, c'est voilà, moi franchement c'est un vrai coup de cœur. Je pense que c'est une série à laquelle il faut laisser son temps. Au bout de l'épisode 3-4, honnêtement, moi je n'arrivais plus à décrocher. On m'a donné les 10 épisodes, j'ai mangé le 1 et le 2, je les ai pas enchaînés, et ensuite après j'ai tout bouffé d'un coup. Honnêtement, c'est un vrai coup de cœur, et puis ça redonne un peu du souffle au genre médical, et ça fait pas de mal. Après, peut-être que du coup, par rapport à ce que tu dis, peut-être de laisser le temps à la série de s'installer, peut-être que le rythme de diffusion sur Max, je crois que c'est 2 épisodes la première soirée et ensuite un épisode par semaine. C'est peut-être pas mal pour justement alors oui et non, justement on en parlait avec Émilie. Je pense que c'est pas mal parce que on reprend aussi ce côté série qui s'installe dans le temps. Je pense que c'est des personnages auxquels justement on va s'attacher, et donc on sera content de suivre sur la longueur. Maintenant, le fait que ce soit des épisodes qui représentent la même journée, il y a la menace de s'y perdre en fait, et notamment Émilie, elle a pas, elle aurait besoin, elle me disait qu'elle avait peut-être besoin d'enchaîner. Ouais, on a regardé les 2 premiers épisodes. Je me suis mise à la place d'un téléspectateur lambda parce qu'effectivement, j'avais reçu aussi les 10, mais je me suis dit je vais voir. Et en fait, c'est vrai que j'avais une énorme attente sur cette série parce que Noah Wiley, parce que l'équipe et tout ça, et qu'en plus Juliette avait dit que c'est la meilleure série médicale de tous les temps, et voilà, la vie de Juliette compte beaucoup pour moi. Et en fait, on s'est fait les 2 épisodes, on en avait que 2. Et en fait, j'étais là, je fais, ok, why not? En fait, j'étais vraiment pas. Le premier épisode est un peu, brut de décoffrage. Voilà, brut. Le deuxième, tu commences un peu à rentrer dedans, puis en fait, après, en fait, faut que t'attendes. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas dit ça, mais là, j'étais vraiment très frustrée. J'avais envie de voir la suite. Ouais, j'avais envie. Et d'autant plus que, comme me l'a expliqué Juliette, c'est vraiment à partir du 3 où là, t'as envie de les enquiller. Donc, je comprends l'idée de... Et encore une fois, la dernière fois, quand je parlais de disclaimer, j'aime bien quand certaines séries ne viennent qu'une semaine après l'autre. Là, je pense que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai une grosse frustration et j'attends de voir la suite, mais je suis pas en mode... ça arrive quel jour? Parce qu'en fait, les 2 premiers sont
sont comme disait Juliette, faut la mériter, je pense. Et pour le côté gore, oui, attention, trigger warning. Moi, ça faisait depuis Nip Tuck que j'avais pas vu un truc aussi gore. Ah ouais, quand même. Donc, voilà, je vous préviens, ne mangez pas devant. On a fait ça, c'est une très mauvaise idée. Changement d'ambiance, moi je vais aussi vous partager mon petit coup de cœur de ce début d'année. Marc, je pense que tu vois de quoi je parle. Alors pour une fois, je vais vous étonner, ce n'est pas une série. Oh my god! Et non, il s'agit d'un documentaire, comme quoi je peux aussi regarder deux documentaires. Ça s'appelle Resilient Man. Non. Et ça s'appelle Resilient Man sur Canal+. C'est l'histoire de Stephen McRae, qui est un danseur australien, danseur étoile au Royal Ballet de Londres, et à qui il va arriver ce qui peut arriver de pire pour un danseur, c'est-à-dire une grave blessure. Il se déchire le tendon d'Achille sur scène. Voilà, sans savoir si il pourra redanser un jour. Donc il est opéré. Au début, c'est même pas question de danser, c'est tout simplement remarcher. Il dit qu'il met à peu près 1 an avant de se sentir vraiment capable de marcher à peu près normalement. Donc pas question de renfiler les chaussons de danse tout de suite. Et voilà, il tient quand même à remonter sur scène. Donc on la suit pas dès le début, mais on prend un peu en cours de route au début du documentaire, donc sa longue rééducation avec un programme hyper strict concocté pour lui spécialement par les équipes de sa compagnie. Et donc on suit, voilà, c'est hyper émouvant, on suit sa rééducation, les répétitions. Puisque au moment où démarre le film, dans quelques semaines, il s'apprête à remonter sur scène pour la première fois. Voilà. Et c'est là aussi où le film est très malin, c'est parce que justement ce premier ballet après la blessure, donc qui vient quand même quasiment 2 ans après le jour de sa blessure, c'est pas le but ultime. Voilà, c'est le premier ballet, il arrive au bout de 20 minutes, une demi-heure de film. Et c'est aussi tout ce qui se passe après ça, parce qu'on remonte sur scène une première fois, mais après, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit les répétitions, les rééducations, ces moments de doute, bien sûr. Il y a aussi des moments intimes de famille, parce que sa blessure, ça a impacté toute sa famille. C'est un jeune papa, un papa de 3 jeunes enfants. Son épouse, bien sûr, qui a assumé la charge de la famille, qui était une ancienne danseuse du ballet elle également. Et bon, alors moi, voilà, vous le savez, j'adore la danse, donc forcément, ça m'a touchée. Mais je pense que ça peut aussi toucher beaucoup de monde, même quand on n'aime pas forcément la danse, qu'on ne connaît pas ce milieu. On a des frissons quand on le voit parvenir à son but ou pas, parce qu'on ne va pas spoiler. Les frissons, je pense qu'elles viennent aussi de la musique du film qui accompagne tout le film. Une musique originale qui est signée du compositeur Sylvain Millepied. Le nom vous dit peut-être quelque chose parce que c'est le frère du danseur et chorégraphe Benjamin Millepied. Voilà, et c'est un film hyper touchant, très malin. Ça apporte aussi une réflexion sur de lui-même. En fait, il réfléchit beaucoup sur sa vision du métier. Est-ce que les danseurs sont des sportifs, sont des artistes? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être un danseur? Des danseurs classiques à qui on demande toujours plus. Voilà, on en a aussi beaucoup entendu parler avec le Parade Paris ces dernières années. Bref, j'ai trouvé ça hyper touchant. Et je pense que l'on connaisse ou non la danse, c'est une histoire de résilience, comme le titre l'indique, qui peut parler à beaucoup de gens. Voilà, donc je recommande fortement. Tu le vends bien, vendu, ouais. Allez, on enfile le chausson, allez, on y va. Exactement. La série dont on va parler tout à l'heure, c'est pas les chaussons de danse, ce serait plutôt, je sais pas, les gants de boxe, les survêtements, voilà. Les gilets pare-balles. Seulement. Alors, est-ce qu'elle a été un coup de gueule ou un coup de cœur pour nos chroniqueurs, pour vous les auditeurs? En tout cas, une chose est sûre, je pense que c'est que personne vraiment n'a pu échapper au phénomène Squid Game.